C'est parti. Bravo. Désolé si on n'avait pas d'internet. Hein. Et d'un coup, on l'a eu. Oui, je pense que je suis de rechercher. Ah bon? Ah si, il a dit. Si. Alors, Boker Tov, Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le 7 Adar, c'est un jour particulier. C'est l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu et de sa disparition, qui est un jour consacré souvent à l'étude de la Torah, donc c'est bien d'avoir un bon cours de Gemara aujourd'hui. Nous reprenons là où nous sommes restés la semaine dernière, Daf Samochei Amud Bet, le 6e chapitre de Shabbat. On avait vu que là l'image elle s'est arrêtée là. L'image s'est arrêtée. Qui touche. Elle est belle. Je vais de côté, mais il ne voyait pas. Personne ne voit. Ça y est, ça s'est arrêté de nouveau. Hein. Oui, je vais. Je commence quand même, hein, je continue quand même. On est arrivé la dernière fois à Voix de Shmuel. On a fait connaissance ou reconnaissance avec quelqu'un, un auteur important qui s'appelle une autorité qui s'appelait Avoua de Shmuel, le père de Shmuel, qui avait donné un certain nombre de recommandations à ses filles. Et on était arrivé à l'avant-dernière qui était Avid Lehu Mikvé Beyomé Nissan. Alors que d'habitude, elle se trempait pour se purifier dans le fleuve, mais pendant les jours de Nissan, au printemps, il leur faisait un mikvé pour qu'elles puissent se tremper au mikvé. Avant, on avait eu, dans la première version, c'était Avid Lehu Mikvaot, il leur faisait des mikvés, et là, quand la Gemara le reprend, il leur faisait un mikvé. Et donc on avait déjà, je crois, expliqué, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire deux mikvaot, un seul suffisait. Mais le Rashi avait expliqué le pluriel parce qu'il y avait deux moyens de faire un mikvé. Soit par un bassin d'eau naturelle, ou par exemple un bassin qui avait recueilli de l'eau de pluie, soit en faisant dériver de l'eau d'un fleuve dans un endroit, dans un bassin. Dans les deux cas, ça devient mikvé puisque l'eau ne bouge plus. Mais l'origine de l'eau, c'est Mayim Chaim, ou bien c'est de l'eau de pluie, ou bien c'est de l'eau, un rassemblement d'eau naturelle qui s'est naturellement refait, ou alors c'est Mayim Chaim, ou alors c'est carrément de l'eau d'un fleuve, c'est aussi Mayim Chaim. Alors simplement, en introduction, j'avais posé la question de savoir pourquoi on l'appelle père de Shmuel, on ne dit pas son nom. Alors, grâce à l'un d'entre vous qui m'a poussé à refaire des recherches suite à ce qui se trouve sur Internet, je voulais compléter un peu la présentation de cet auteur. Dans la Gemara de Brachot, Daf Yudchet Amud Bet, on voit qu'il s'appelle Abba Bar Abba. Il portait d'ailleurs Abba, et son père s'appelait aussi Abba. Probablement, ce genre de cas, quand est-ce qu'un fils porte le nom de son père? C'est lorsque le père est décédé avant qu'on lui donne un nom. Donc c'est probablement, donc il n'a jamais dû connaître son père. Donc en fait il s'appelait Abba Bar Abba, et dans la Gemara de Megillah Daf Kaf Bet, on apprend que Shmuel, son fils, était Cohen. Voilà, là-bas la question de savoir qui est-ce qui monte en premier, etc. On voit que Shmuel était Cohen. Donc son nom, on peut reconstituer son nom complet, c'est Abba Bar Abba à Cohen. Maintenant la question qui reste est pourquoi on l'appelle la voix de Shmuel. Alors contrairement à ce qui est écrit dans Internet qui dit qu'il n'y a aucun auteur qu'on appelle par le nom de son fils, il y en a d'autres, il y en a deux autres, il y a à voix de Rabbi Samlai et il y a à voix de Rabbi Zera. Donc ça existe quand même.
Et donc, l'idée est que son fils était tellement célèbre on lui a donné le nom. Il a préféré qu'on l'appelle du nom de son fils que de son propre nom. Moi, j'avais dit la dernière fois que c'était par modestie. L'un n'exclut pas l'autre. Il y a encore d'autres explications. J'ai vu que le Sefer HaEshkol, qui est donc quand même un auteur du Moyen-Âge, dit que parce que le nom de Abba était hyper commun. Donc quand on dit Rabbi Abba, ça ne parle pas aux gens parce qu'on ne sait pas lequel. Alors c'est vrai que là, ça tient un peu moins bien parce que c'est Abba Barabba, il n'y en a pas des masses qui s'appellent Abba Barabba. D'ailleurs, dans la Gemara de Brachot, c'est ce qui se passe. Shmuel va... se présente au ciel pour dire je voudrais parler à Abba. Et on lui dit mais il y en a plein des Abba. Alors on lui dit non mais Abba Barabba. Alors là ils ont tout de suite compris que c'était qu'il laissait à son père. Donc on voit que Abba Barabba il y en avait pas tellement. Mais c'est vrai que par exemple Rav, on l'appelle Rav, son vrai nom c'était Rabbi Abba. Alors, on l'appelait Rabbi Abba Rika. Rabbi Abba le nom. Donc, du coup ça peut être pour une des raisons pour lesquelles on ne l'appelle pas Abba, parce que Abba encore une fois c'est un prénom tellement commun que cela ne le désigne pas. Voilà, donc on a identifié le père de Shmuel comme s'appelant Abba bar Abba HaKohen. Donc maintenant, on va reprendre la Gemara. Il a fait à ses filles un mikvé pour qu'elles se trempent en Nissan, dans le mikvé et pas dans le fleuve. La question se pose de savoir, mais pourquoi ? Qu'est-ce que le mois de Nissan a de spécial pour demander un mikvé plutôt qu'un fleuve? Donc nous sommes à la 3e ligne dans la Gemara, Daf Samachay Amud Bet, Mesaye ale le Rav. Eh bien, vous l'avez là, les flèches? Voilà, Mesaye ale le Rav, ça vient appuyer la position ou l'enseignement de Rav. Qu'est-ce que Rav avait comme position? D'Amar Rav, Rav disait Mitra b'ma'arava Saada Rabba Prat. Alors je traduis, Mitra en araméen, vous enlevez le Aleph, vous trouvez Matar. Donc Mitra en araméen c'est Matar, en hébreu Matar c'est Alumatar, Matar c'est la pluie. Ma'arava, vous enlevez le Aleph, vous trouvez Ma'arav. Ma'arav c'est l'ouest. Vous voyez comment on peut passer facilement de l'araméen à l'hébreu, vous enlevez le Aleph et vous retrouvez le mot hébreu. Donc Matar de Ma'arav, donc je traduis sans expliquer pour l'instant, de la pluie à l'ouest, Sahada Rabba, Rabba ça veut dire grand en araméen, et Saada, Saadé, Anan Saadé, c'est le témoin. Le grand témoin, c'est Prat. Prat, c'est le nom propre du fleuve, l'Euphrate. Donc, la pluie à l'ouest, le grand témoin, c'est l'Euphrate. Pour mieux comprendre, on va regarder Rashi. À la 4e ligne, dans Rashi, Saada, non d'abord c'est la 3e ligne, pardon, Mitra b'ma'arava, be'eretz Israël. Donc la Rashi nous dit, quand on parle de l'ouest, on parle d'Eretz Israël. Pourquoi? C'est quelque chose de classique. Dans la Gemara, dans le Talmud de Bavel, quand on dit B'ma'arava, à l'ouest, on parle toujours d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël est à l'est et à l'ouest de la Babylonie, de l'Irak actuel. Et pareil, dans le Talmud de Jérusalem, qui est en Israël, quand on parle de ce qui se passe en Babylonie, on dit à l'est. Donc voilà, c'est ce que nous dit Rashi. Il faut remplacer pour comprendre le mot ouest par Eretz Israël. Donc de la pluie en Eretz Israël, Saada Rabba Prat. Rashi, Prat Mein Badavar. L'Euphrate l'atteste, c'est l'Euphrate qui l'atteste. Si vous voulez savoir, quand vous êtes en Babylonie ou en Irak, et vous voulez savoir s'il pleut en Eretz Israël, eh bien vous n'avez qu'à regarder l'Euphrate. Le témoin de la pluie, c'est l'Euphrate. Pourquoi? Chez où Yored, mais Eretz Israël le Bavel. Parce que l'Euphrate descend d'Eretz Israël en Babylonie, Vegadel Mimei Ageshamim. Et donc,
il grandit, c'est-à-dire son niveau augmente grâce à la pluie. Veyod'in bnei Bavel sheyardu geshamim beharei Eretz Israël. Donc lorsque, sous-entendu, les Babyloniens, les gens qui habitent en Babel, se rendent compte que le niveau de l'Euphrate se met à monter, ils en concluent ils savent qu'il y a de la pluie qui est tombée dans les montagnes d'Eretz Israël, Usmechim alachem, et donc ils se réjouissent pour leurs frères, parce que s'il y a la pluie, c'est un atout énorme, c'est une grande chance, c'est un grand bonheur quand il pleut, et le contraire quand il ne pleut pas. Donc quand ils voient le fret, ils disent « Ah, nos frères en Eretz Israël n'auront pas de sécheresse cette année. » Alors maintenant, on a expliqué ce que Rav disait, mais en quoi ça explique ce que faisait le père de Shmuel. Rashi continue et dit « Vavoua de Shmuel, nami que Rav svirale » Et donc le père de Shmuel est du même avis que Rav, de Hamar, qui a dit « Prat gadel ou memav mitbarchin al yedei geshamim » que l'Euphrate grandit et que ses eaux augmentent, mitbarchin littéralement sont bénies, mais ça veut dire dans le sens d'augmente, grâce aux pluies. Ici, on peut se poser la question de la redondance dans Rashi. Parce qu'à voix de Shmuel, Nami que Rav svirale. Pourquoi est-ce qu'il faut reprendre et il répète encore ce qu'il vient d'expliquer, que Rav a dit que l'Euphrate grandit par le fait que les pluies, par le fait des pluies. Et en plus, il y a une double redondance dans la phrase, parce que Gadel ou Memav Mitbarchin, c'est la même chose. Pourquoi il dit deux fois la même chose? Je propose comme explication, parce que ça fait débat dans les Rishonim, que Rav ne disait cela que si le niveau qui monte est remarquable, c'est-à-dire est important. Si c'est simplement parce qu'on pense que sûrement il y a de la pluie qui est tombée dans l'Euphrate, si on n'a pas la démonstration par l'expérience, on ne dira pas. Il faut, parce qu'il y en a qui disent c'est toujours comme ça qu'en hiver, il y a nécessairement de l'eau d'Israël, de pluie d'Israël qui se retrouve dans l'Euphrate, avec des implications halachiques qu'on va voir. Et Rachid dit non, il faut que ce soit visible, il faut que le niveau est sensiblement augmenté pour que l'on dise cela. C'est ça pour ça que Rachid dit, il pense comme Rav qui a dit que Prat Gadeh, il faut qu'il grandisse, pas juste on sait qu'il y a de la pluie d'Israël qui se retrouve dans l'Euphrate en Babylonie. Alors ça n'explique toujours pas pourquoi il fallait faire un mikvé au printemps. Donc on revient à la Gemara. On a seulement dit une partie du raisonnement. Donc Messayal el Rav, donc ça veut dire que Aboua de Shmuel, il est d'accord avec Rav pour dire que lorsqu'il pleut en Eretz Israël, ça se traduit par une augmentation du niveau de l'Euphrate. Et alors, Sava, le père de Shmuel, pensait, chez Lo Yirbu, alors nous on a une autre version, on corrige, plutôt que chez Lo, on verra que Rashi et Tosfot n'ont pas la girsa de chez Lo, mais ils ont Shema. Vous remplacez le lamed par un même. Shema Yirbu Anotfin Alazochali. Il a peut-être que Hanotefim, Notef, c'est la même racine que le mot tipa. Tipa, ça veut dire une goutte. Donc Notef, ça veut dire Hanotefim, les choses qui goûtent. On va voir qu'est-ce qu'on désigne par cette expression. Qu'est-ce qui goûte? On verra que c'est la pluie, les gouttes de pluie. À la Zochalin, Zochel, ça veut dire ramper littéralement. Donc il a dit peut-être que les gouttes vont être en majorité par rapport à ce qui se meut à l'eau qui bouge dans le fleuve. Alors c'est pas très clair ça, c'est la phrase clé qu'il faut qu'on comprenne. Et là vous avez un Rashi assez long qui l'explique. Donc on va commencer, on va aborder
l'explication de ce Rashi. Rashi, Shema, Yirbu, Hanotefim, donc Savar, à voix de Shmuel pensait, Shema, vous voyez que Rashi a la version de Shema, peut-être que Yirbu Notfim, ça veut dire quoi? Hainu Geshamim. Notfim est un synonyme de Geshamim. C'est ce qu'on l'a expliqué, les gouttes, c'est-à-dire la pluie. Donc la pluie va se retrouver en majorité à la Zochalim, sur les Zochalim. Qu'est-ce que c'est Zochalim? Hanov'in, c'est ce qui coule naturellement. En d'autres termes, vous avez un fleuve, le Frat, qui naturellement est un fleuve qui a un courant, qui a un courant, et dont l'eau court. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Zochalim. Ça c'est l'eau du fleuve. Maintenant, en hiver, quand il va y avoir la pluie, et aussi on verra plus tard la fonte des neiges, donc nous avons de l'eau qui n'est pas naturellement courante, qui est de l'eau stagnante, qui va se retrouver à l'intérieur, mélangée avec l'eau naturelle du fleuve. Donc maintenant il va se poser la question de savoir quelle va être la majorité. Est-ce que la majorité va être, c'est sûr qu'au début de l'hiver, la majorité restera l'eau courante de base, mais peut-être qu'à la fin de l'hiver, il aura tellement plu, il y aura eu tellement de neige, que finalement, il y aura plus d'eau non naturelle du fleuve que de l'eau naturelle du fleuve. Et ça sera facile à mesurer en fonction du niveau. Si au départ, au début de l'hiver, il y avait le niveau de l'eau, c'était à 50 cm, et puis maintenant on se rend compte qu'il est à 1,10 m, ben c'est qu'il y a plus d'eau pluie que de naturel. C'est ça le Yirbu, un autre film à la Zochalim. Et en quoi c'est important? Il faut qu'on comprenne en quoi ça nous gêne. On continue dans Rashi. Donc, encore une fois, Aïnou Geshamim à la Zochalim Anovim. Donc, il a dit peut-être que je crains que les pluies se retrouvent en majorité par rapport à l'eau qui est naturellement courante. Utnan. Or, nous avons une Mishnah, le Masechet Mikvaot, dans le traité qui traite justement des Mikvaot, des bains rituels. Perek Hei, Mishnah Hei, chapitre 5, Mishnah 5. Azochalim Kema'ayan, Ve'anotefim Kamikve. L'eau naturellement courante a le statut de la source. Par contre, l'eau qui goûte, c'est-à-dire l'eau de pluie, a le statut du mikvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour plus de clarté, Rashi nous rapporte une autre citation. Veshaninu betorat kohanim. Nous avons enseigné dans le Midrash Halacha sur le Sefer Vayikra, qu'on appelle Torah Kohanim, à propos du verset qui dit Ach, Mayan, Ubor, Mikve Mayim, la suite du verset c'est Yiyeh Taor. Cependant, Ma'ayan, une source, Uvor, ou un puits, Mikve, où se rassemble Mayim de l'eau, sera pur. Yachol, j'aurais pu croire, Milé al-Ketefo, il faut rajouter un mot d'après mon édition, Milé Yamim, Milé Mayim al-Ketefo. J'aurais pu croire que si il remplit de l'eau littéralement sur son épaule, c'est-à-dire qu'il remplit un seau qu'il porte sur son épaule et qu'il verse dans un bassin. J'aurais pu croire que en prenant de l'eau puisée dans un seau et portée sur l'épaule, Ve'asa mikvé bitrila, et qu'il confectionne ainsi un mikvé a priori, c'est-à-dire qu'il n'y avait encore aucune eau naturelle dedans, et c'est lui qui prend un bassin vide et il remplit ça avec des seaux. J'aurais pu croire que Yehetaor, que ça sera pur, c'est-à-dire que ça aura une capacité de purification. Ici, Yehetaor ne veut pas dire que l'eau est pure, mais qu'elle purifiera. J'aurais pu croire donc ce qu'on appelle en hébreu classique Maïm Sheuvim, que de l'eau puisée par la main de l'homme peut constituer un mikvé. Aujourd'hui, on dirait ouvrir les vannes, ouvrir un robinet pour remplir un bassin. J'aurais pu croire que ça constitue un mikvé. Talmud Lomar, Ma'ayan. C'est pour ça que la Torah a juxtaposé au mot bor mikvé. Un bor, c'est un puits qui pourrait avoir de l'eau remplie par la main humaine. Mais on a mis juste à côté le mot Ma'ayan, qui est une source naturelle, pour nous dire que Ma Ma'ayan bidei shamayim
Af mikve bidei shamayim. Que sous-entendu pour être purificateur, de la même façon que la source, elle, c'est une quantité d'eau qui est purement venue du ciel, enfin par le ciel, je ne dis pas du ciel dans le sens que ça vient nécessairement d'en haut, mais parce qu'il y a la nappe phréatique, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas par la main humaine, quelque chose qui se fait de façon strictement naturelle. C'est ça qu'on appelle bidei shamayim. De la même façon que la source, elle est à 100% naturelle, sans intervention humaine. Af mikvé, de la même façon, pour qu'un mikvé, un bassin d'eau stagnante, ait la possibilité de purifier, il faut qu'elle soit constituée de façon strictement naturelle. Et donc, si c'est lui qui la remplit artificiellement à la main, c'est pas valable. Ima mayan meta'er bezochalin, af mikvé meta'er bezochalin. Alors, puisque tu me dis qu'on les compare tous les deux, j'aurais pu dire, de la même façon que la source, elle purifie, alors que par définition, son eau est courante, puisque dans une source, l'eau, elle bouge sans arrêt. J'aurais pu croire qu'un mikvé peut aussi purifier, alors que l'eau qui la parcourt est une eau qui bouge. Talmud lomar, ach mayan. Vous savez que le mot ach, seulement, c'est une restriction pour dire seulement la source. Ce qui veut dire Amayan meta'er bezochalin ou mikvé meta'er bashboren. La source, elle, a un pouvoir purificateur tout en bougeant, tout en courant, alors que le mikvé ne peut purifier que be'ashboren. Ou ma'ou ashboren. Ashboren est un mot qui n'est pas très un mot pas très connu. Qu'est-ce que ça veut dire ashboren? Des kavu vekaime. Que ça veut dire qu'elle est stagnante et ne bouge pas. D'ailleurs, mikvé, ça veut dire un rassemblement, mais ça a également la même racine que ce mot-là de kavu. Kavu, ça veut donc dire qui est fixe, qui est stagnant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Une règle fondamentale, c'est que on a deux sources, comment dire ça, deux solutions ou deux moyens de purification. On a la source et on a le bassin. La différence entre les deux, c'est que la source a la capacité de purifier même lorsque l'eau est en mouvement, parce que c'est un mouvement naturel, alors que l'eau stagnante ne peut purifier que si elle est bien stagnante. Mais si elle est animée artificiellement d'un courant, ça la rend impropre à la purification. D'accord ? Il reçoit de l'eau de l'extérieur, on a dit qu'il y a deux solutions. Soit il y a la pluie qui tombe dedans, directement. C'est comme ça qu'on fait un mikvé aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait en sorte que la pluie tombe directement dans un bassin. Et donc la pluie tombe, elle tombe. Et à ce moment-là, et puis une fois que la fini de tomber, ça stagne complètement. Et c'est à ce moment-là que ça s'appelle un mikvé et que ça peut être purifié. C'est par des tuyaux aussi, c'est par l'extérieur. Ça pose pas un souci. Non, il n'y a pas de tuyaux, justement. On pose pas. Les mikvaot qu'on ne voit pas d'ailleurs, dans lequel on ne se baigne pas. Le mikvé, c'est un réservoir d'eau qui est caché, qui est dissimulé. Et après, il y a un système de hachaka qui fait qu'on peut remplir de l'eau artificiellement, la mettre en contact avec ce bassin, et il devient aussi mikvé. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, les mikvé. Mais le mikvé, à la base, il se remplit par l'eau de pluie. Donc des fois, on a construit un nouveau mikvé, et il n'est pas encore en fonctionnement, parce qu'on attend la pluie. Et donc il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Et là, la pluie, c'est une eau stagnante. Donc cette eau stagnante, elle ne purifie que quand elle est stagnante. Alors par exemple, des fois, quand on chauffe l'eau, on la fait passer par une pompe, et elle va rentrer dans un endroit où il y a une source de chaleur, et puis elle revient. Il ne faut surtout pas se tremper au moment où la pompe est en fonctionnement. Parce qu'à ce moment-là, l'eau, elle est animée d'un courant, et elle ne purifie pas. Ils mettent un radiateur dans le bassin. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent mettre un radiateur dans le bassin pour éviter ces problèmes-là. Donc lorsqu'à Yom Kippour, vous allez au mikvé, si vous voyez qu'il y a
qu'il y a de l'eau que l'eau est en train de tourner, alors il faut demander à ce qu'on arrête. Voilà, donc ça c'est le grand principe qu'on a découvert ici. Et donc, alors on continue dans Rashi. Voilà, Maou Ashboren de Kavu Vekaime, c'est là qu'on était resté. C'est quoi Ashboren? C'est Kavu Vekaime, c'est que l'eau soit stagnante complètement. Les Apouke, ce qui vient exclure Shemit Bilbo Kelim Derer Zechilatan. Là, nous on a Zechilato, mais il vaut mieux lire Zechilatan. Ça vient exclure le cas où il aurait trempé des Kelim. Donc Rachid prend un exemple de Tfilat Kelim. C'est tout à fait valable aussi pour les Tfilat Kelim. Ce qu'on a dit, c'est Tfilat Adam ou Tfilat Kelim. Nous savons que la vaisselle qui a été achetée aux non-juifs, avant d'être utilisée, doit être trempée au mikvé. Ben, si on a trempé l'ustensile dans un mikvé derer zechilatan, alors que l'eau était en train de courir, que chez El Nimshachim Yordim la mikvé, par exemple, alors quand l'eau était en train de descendre dans le mikvé, lo alta laem tvila, la tvila n'est pas valable. De bord au mikvé ktiv, parce que la Torah a employé le thème de bord, elle a dit bord et mikvé ma'im. Donc il faut que ce soit un bord et un mikvé. Et ce mikvé signifie des kavu vekaime, que l'eau soit stagnante. Aval nov'im, par contre l'eau qui est naturellement courante, qui jaillit naturellement, novea, metarin que moshen zochlin. Cette eau-là, elle peut purifier même en courant, puisque ce courant est un courant qui est naturel. Ou moshrin migavoa le namour, et c'est normal que cette eau, elle court parce qu'elle va de haut en bas, que derrière Kolanarot, comme c'est le cas de tous les fleuves. C'est pourquoi les fleuves sont animés d'un courant, parce que ça va du plus haut au plus bas. Donc ça, c'est la règle générale. Maintenant, on en revient au père de Shmuel. Quelle est l'application par rapport au père de Shmuel? Ilkar, c'est la raison pour laquelle Beyomé Nissan, quand on arrive en Nissan, c'est-à-dire au début du printemps, c'est-à-dire à la fin de l'hiver, c'est ça qui est particulier, c'est Yomé Nissan. Rachid nous dit, chez Anaharot Gedelim, c'est le moment où les fleuves ont grandi, ont augmenté de volume, Mimei Ageshamim, chez Yomé Achoref, par l'effet de toute la pluie qui a pu tomber pendant l'hiver, ou me'afsharat ashlagim. C'est quoi afsharat ashlagim? La fonte des neiges. Sheleg, c'est la neige. Pocher, c'est fondre. Afsharat ashlagim, c'est la fonte des neiges. Donc quand vous arrivez au début du printemps, vous êtes l'hiver vient de terminer, c'est le moment où le niveau d'eau est le plus élevé dans le fleuve, parce que c'est le moment où on a le plus d'eau, récupérer le plus d'eau de pluie et de neige. Après, il va y avoir le printemps puis l'été qui va faire évaporer toute cette eau. Il ne restera que l'eau naturelle et là, on ne sera plus dans le même problème. Donc, Shema, Yirbu, Anotfin, Alazochalim, Shenis, Tosfu, Banahar. Donc, il y avait à craindre que l'eau de pluie soit majoritaire sur l'eau naturellement courante, chez Nitosvu Banahar, qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash? Chez Nitosvu Banahar, Meya Geshamim, parce que c'est rajouté dans le fleuve, non pas Mina Geshamim, mais Meya Geshamim, l'eau de pluie, vont être majoritaires, à la Zochalim Achayim, sur l'eau vive et courante naturellement, ou Batlou Azochalim Achayim Banotfim. Donc on va appliquer la règle du Bitul Borov. Vous savez qu'il y a une règle quand dans les mélanges, eh bien la majorité annule la minorité. Si on se trouve dans une situation où l'eau de pluie va se retrouver majoritaire par rapport à l'eau naturelle, elle va l'annuler. L'ensemble va avoir un statut d'eau de pluie. Ve'en torat ma'yan alehen. Et du coup, il n'y aura plus le statut de source. Au départ, il y avait le statut de source dans le fleuve naturel. Mais là, maintenant que le fleuve a été annulé dans l'eau de pluie, eh bien, le statut de source disparaît. L'état herbe zochlin, et donc il ne pourra plus purifier en eau courante. Et la BH borel, mais seulement de façon stagnante. Or, l'eau n'est pas stagnante. Donc, vous avez compris l'histoire. Le fleuve
même lorsque il y a une augmentation très conséquente du niveau sous l'effet de l'eau de pluie et sous l'effet des fonds des neiges, il n'en reste pas moins qu'il y aura toujours un courant. Donc, comme dans le fleuve, il y a un courant 365 jours sur 365. Donc, la personne qui va se tremper pour se purifier dans le mikvé, alors que ça a un statut de mikvé, ça n'a plus un statut de maya, et que l'eau et les ochrelettes, eh bien, il ne peut pas être yotzé. Voilà l'explication. Donc, c'était un peu compliqué, mais c'est très très important. Et nous verrons que c'est une halakha de nos jours aussi. Et on ne peut pas aller en hiver tremper ses kélim dans la Seine, parce que le niveau de la Seine a beaucoup augmenté, et donc l'eau de pluie va être majoritaire. Et comme la Seine est en train de courir, eh ben, ça devient zochalim. Et les notfim ne peuvent avoir un pouvoir purificateur que b'ash borel, c'est-à-dire quand elle est stagnante. On termine juste encore 4 mots dans Rachid, je vous donne la parole. Ve'avid le'u mikvaot, c'est la raison pour laquelle le père de Shmuel, à ce moment-là, au mois de Nissan, leur confectionnait des mikvaot, des kavu ve'kaimé, parce que là, l'eau était stagnante. Alors que le fleuve, pendant le reste de l'année, le fleuve pouvait être courant, ça ne dérangeait pas, mais au moment du printemps, où il y avait un maximum d'eau de pluie et de neige, de fond des neiges, il y avait un risque schéma, il n'était pas sûr, mais il y avait un risque très important qu'il y ait plus d'eau de pluie et de neige que d'eau du fleuve naturel, et du coup, elle était annulée, cette eau du fleuve, et elle ne pouvait plus purifier puisqu'elle bougeait. Et il aurait fallu qu'elle soit stagnante. Donc du coup, il l'a fait dériver dans un bassin. Là, elle est stagnante, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors attendez, il y avait première question. En fin de compte, parce que moi j'imaginais qu'avec l'eau de la fonte des neiges, le fleuve pouvait déborder de son lit, et donc à un moment donné, il pouvait rentrer dans un trou, et de ce trou-là, ça peut devenir un milieu, puisque l'eau est stagnante. Ça serait bon, ça, mais enfin, il faut quand même qu'il y en ait beaucoup. Oui, non, mais bon. Oui, ça poserait pas de problème, ça. C'est ce qu'il faisait, lui. Lui, il confectionnait des mikvahot comme ça. Oui. Il suffit qu'il y ait un risque. En fait, on ne sait jamais, la scène qui monte. Oui, alors c'est ça. Alors là, se pose. Oui, le schéma. À partir du moment où on est dans le cas du doute, du moment où vous avez un doute, ça devient un safek d'oraïta. On applique la règle safek d'oraïta, la khumra. Donc si on voit que ça n'a pas monté ou très peu, il n'y a pas de doute. Enfin, on verra. On va approfondir. On commence à rentrer dans une souvia très complexe. On verra, comme on peut s'imaginer qu'il y aura différents avis. Pour l'instant, déjà, on commence à assimiler et à s'habituer à l'idée. Après, il faudra voir exactement, concrètement, et quelle est jusqu'à la halakha. On terminera ça en voyant dans le Shulchan Aruch comment c'est traité. Parce que là, ce texte-là, il est basique pour des questions. Donc, il n'est plus dans le Shabbat du tout, mais c'est très important, ça. Donc, voilà donc. Alors maintenant, j'hésite entre deux solutions. Est-ce qu'on en reste là pour l'instant et on revient à Rachi après? Oui, j'ai envie, parce que sinon il y a tellement de choses à dire que donc là on a juste je reprends la Gemara maintenant. Grâce à ce Rachi, on a compris la Gemara au moins d'après Rachi. Après Rachi va dire il y a encore tel commentaire qui explique différemment, tel commentaire qui explique différemment. Ça on verra après, parce qu'il y a des choses à voir déjà jusqu'ici. Donc je vous propose de relire la Gemara maintenant avec le commentaire de Rachi. Vous voyez que Rachi été très, très conséquent, parce qu'il y avait toutes sortes de notions qu'on ne maîtrisait pas. Donc, je reprends dans la Gemara ce qu'on a vu tout à l'heure. Avid leu mikvé beyom Nissan, il confectionnait un mikvé en Nissan, à voix de Shmuel, le père de Shmuel à ses filles. Pourquoi? Mesayalé le Rav, en fait c'est parce qu'il est d'accord avec Rav et il soutient Rav. De Amar Rav disait que la pluie à l'ouest, la pluie en Eretz Israël, pour savoir s'il y a de la pluie en Eretz Israël, le grand témoin c'est l'Euphrate. Parce que la pluie qui tombe en Eretz Israël, elle va augmenter le niveau de l'Euphrate. Et donc le père de Shmuel faisait le raisonnement, Shema Yirbu Alotfim Alazochalim, peut-être que
il va y avoir plus d'eau de pluie que d'eau courante naturelle, et donc elle va l'annuler, et elle va devenir impropre parce qu'elle est courante. Donc il faut faire un mikveh. Voilà le raisonnement et la synthèse de ce que Rashi nous a dit. Alors je vous propose pour commencer de voir un premier Tosfot, le deuxième de la page, qui ne rentre pas encore dans le raisonnement, mais qui pose un problème de base. Saada Rabba Prat. On a dit que le Frat est le grand témoin de la présence de pluie en Eretz Israël. Perash Akuntras, Rashi a expliqué, Prat Me'id, là on a un gimel Badavar, donc qui rajoute le mot Badavar. Rashi a expliqué que le Frat, c'est lui qui atteste de la chose. Comment se fait-il qu'il atteste de la chose? Chez où Yored, mais Eretz Israël le Bavel, parce que le Frat descend depuis Eretz Israël en Babylonie. Il descend, sous-entendu, donc le courant va d'Eretz Israël vers la Babylonie, puisque ça va de haut en bas. Vegadel Mibek Shamim, et du coup il va augmenter de quantité, de volume, grâce à la pluie. Velo Neira. Tosfot dit, je ne suis pas d'accord. Ça ne me paraît pas clair. Pourquoi? Sheare Bavel de Mizrach Eretz Israël Kai. Puisque nous savons bien, nous l'avons dit tout à l'heure, puisqu'on appelle Eretz Israël Ma'arav, que Bavel se trouve à l'est d'Eretz Israël. Et alors? Vechol hanaharot yordim mi Mizrach le Ma'arav. Or, tous les fleuves, le courant va d'est en ouest. Là, Rashi nous dit que le courant va d'ouest en est. Tosfot nous dit, ah non, il y a une règle, tous les fleuves, le courant va d'est en ouest. Donc ça ne peut pas marcher. Donc le pshat de Rashi n'est pas possible. Alors comment on comprend Rav? L'écart Perash Rabbeinu Tam, c'est pourquoi le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, a expliqué autrement. Comment ça se fait qu'en Babylonie, ils arrivaient à savoir qu'il pleut en Eretz Israël, alors que le courant partait de Babylonie pour aller en Eretz Israël? Réponse, Shayu Makirim, Sheyardu Ageshamim l'Eretz Israël. Il reconnaissait que la pluie était descendue en Eretz Israël à l'idée chez Choser Prat Leachorav, parce qu'il se rendait compte que le courant s'inversait un petit peu à l'idée Gedilato Beret Israël. Parce que le fait qu'il y avait de la pluie qui tombait, le courant allait par là. Et comme il y avait de la pluie qui tombait de l'autre côté, donc ça faisait une force opposée. Ça créait une force opposée. On se rendait compte que le courant refluait. L'idée chez Choser Prat Leachorav à l'idée Beret Israël, mitoch hakshamim, du fait des pluies. Donc selon Rabbeinu Tam, c'est pas simplement comme Rashi disait, c'est simplement il fallait voir le niveau, c'est pas l'augmentation du niveau, c'est des reflux qu'il y avait de temps en temps dans le courant de l'Euphrate, et qui pouvaient s'expliquer que par la présence de pluie en Israël qui créait une force opposée. Voilà voilà deux explications pour expliquer comment on s'en rendait compte pour interpréter l'enseignement de Rav qui disait que l'Euphrate était témoin de la présence de pluie en Israël. Pour Rashi, c'était l'augmentation de niveau. Pour Rabbeinu Tam, c'est le courant qui reflue. D'accord? Maintenant, il y a une question qui se pose, mais d'où Tosfot prend son postulat ou son théorème que tous les courants de fleuve vont toujours d'est en ouest? Il a sorti ça. Alors, on va regarder le Rechash, pour commencer. C'est avant ça, hein. C'est sur le Rechash. Je ne sais pas si on n'a pas la même. Ou alors c'est peut-être. Je suis pas dans ton document.
C'est sur le recherche sur Tosfot. Peut-être il met Tosfot après. Je sais pas vraiment. Apparemment, ce serait plutôt après. Et on met d'abord la Gemara et ensuite les Tosfot. Je ne me rappelle plus comment c'est. Alors, oui, Daf Samochet Amud. Non, là vous êtes Samochet Amud Aleph. Non, nous Samochet Amud Bet. Samochet Amud Bet. On se rapproche là, ça a l'air pas mal. Remontez. Ah oui. Voilà. Et ben voilà. Tosfot. Dibor Amatril, Saada, V'chol Anaharot, Yordi, Mimizrach le Maharav. Donc le recherche s'arrête sur cette phrase du Tosfot qui dit tous les fleuves, ils vont d'est en ouest. Lo yadati, mais Aïd, la MZ, je ne sais pas d'où ils ont pris ça. Qui, alors regardez, qui a Nahar Agadol, car le grand fleuve, Donau, le Danube. On voit que le recherche est dans l'Europe de l'Est. Donc lui, regarde autour de lui. Il prend comme exemple Donau, le Danube, Mosher, Mimdinat, Schwaben, Derer Bayern. Ce qui veut dire en français, il s'étire depuis la province de Souabe, qui se trouve en Bavière, en passant par la Bavière. Puis Estreich, c'est quoi Estreich? L'Autriche. Hongrie, la Hongrie, bravo. Volachai. Alors, Volachai, c'est quoi? Les Balkans. Venofel Misham, le Yamachafan. Et il finit par tomber, donc le Danube, voilà tout ce que parcourt le Danube. Donc il a la Souabe, la Bavière, l'Autriche, la Hongrie, et il finit par tomber dans Yamachafor. C'est quoi Yamachafor? La mer Noire. Vehu Mimarav le Mizrach. Et bien ça, ce parcours-là, c'est exactement le contraire. Ça veut dire c'est d'ouest en est. Comme Sheraiti Bemapat Haola, comme je l'ai constaté sur un atlas. Mapat Haola. Pardon? Ça doit être au 19e siècle. Ve'ulai kavanatam rak al anarot hayedouim. Alors peut-être que l'intention de Tosfot, c'est seulement les fleuves, les grands fleuves connus, célèbres. Vehem ha'arba anarot animshachim migan Eden. Peut-être qu'il fait référence seulement à tous les fleuves dont parle la Bible à propos du Gan Eden. Parce que V'nahar yotze me'Eden ve'aya l'arba arashim. Il y avait un fleuve qui s'est divisé en 4 fleuves. Il y a parmi eux, il y a le Hidekel et il y a le Prat, il y a le Tigre et le Frat. Donc peut-être c'est cela. Vous remarquerez que le Lachon de Tosfot, V'chol Anaharot, il faudrait comprendre Kol Anaharot dont parle la Torah, Kol Anaharot Hayedouim. C'est un petit peu forcé. Ayim Bedivrei Bebaba Batra, regarde, confère au propos du Tosfot dans Baba Batra Pei Dalet, on va en parler. Ou Prat,
alors maintenant il dit, mais moi je suis allé regarder dans mon atlas en ce qui concerne le Frat. Uprat raïti shama shemosher nima'aravit tzfonit le mizrachi dromit, qu'il va d'ouest, nord-ouest pour être précis, au sud-est. Venofel le Yam Parsi. Et le Frat il tombe dans quoi? Dans le golfe Persique. Et donc, d'après l'atlas du Rochage, c'est Rashi qui a raison. Donc, on n'a pas de problème avec Rashi. Rashi, parce qu'il faut bien comprendre que ni Rashi ni Tosfot n'étaient sur place pour vérifier. Donc, eux, ils vont d'après les livres, ils vont d'après le texte de la Gemara et d'après les autres Gemarot. Ils n'ont pas d'autre chose. Donc, Rashi, lui, il en a conclu ce qui correspond à la réalité des choses, c'est qu'effectivement, le Frat, il va d'est en ouest, plus exactement, comme il a dit, nord-est à sud-ouest, et pour arriver jusqu'au golfe Persique. Et Tosfot, apparemment, s'est planté. Alors, on va regarder maintenant le Maharsha. Il n'est pas long, par contre, le Maharsha, il est très court, mais il fallait faire le recherche d'abord. C'est intéressant de voir cette démarche scientifique, en quelque sorte, de recherche par rapport à la Gemara. Ce n'est pas des choses qu'on voit couramment. Alors, le Maharsha dit simplement, vous l'avez là, bravo, Saada Rabba, V'chol ha'na'arot yordim mizrach le'ma'arav. Donc, Tosfot nous a dit que tous les fleuves descendent d'est en ouest. Ken katvu Tosfot de Perek lo Yarpor. Et Tosfot a dit la même chose dans Baba Batra, c'est ça que citait le Rechash, dans le Perek lo Yarpor, chez Gan Eden de Mizracho shel Olam, le jardin d'Éden se trouve à l'est de l'univers. Ve'arba ha'na'arot yotzim migan Eden, et qu'il y a 4 fleuves qui sortent du Gan Eden. Donc, puisque le Gan Eden est à l'est, automatiquement ils vont vers l'ouest. Aval Tosfot de Perek Sheni de Bechorot katvu de Gan Eden b'ma'arav. Ils se contredisent eux-mêmes. Enfin, c'est pas toujours les mêmes auteurs, mais donc même ça pose problème. Donc lui aussi laisse entendre que quand Tosfot a parlé, c'est parce qu'il parle des 4 fleuves qui sortent du Éden par rapport au Éden. Mais, comme nous l'avons dit, le lachon de Tosfot n'est pas très encourageant par rapport à cette explication-là. Alors, qu'est-ce que on peut dire à ce sujet ? Donc là, j'ai vérifié, le Frat, il part en Turquie, il va en Syrie, et ensuite il va en Irak, et il va d'ouest en est, comme Rashi, et comme disait le Rechash. Alors, Alors maintenant, quand on regarde le Ritva, parce que comment on fait quand on a un problème, le problème qu'on a, c'est sur Tosfot. Sur quoi Tosfot se base pour dire Kol ha'na'arot olchim mizrach le'ma'arav. Alors on a vu que le Rechash et le Maharsha on tend à dire que ça va sur les 4 fleuves qui sortent du Éden, et il s'appuie sur, on parle de l'Euphrate qui fait partie de ces 4 fleuves qui sortent du Éden. Il part du principe que le Éden, il était à l'est, donc automatiquement ça va d'est en ouest. On a dit, c'est un peu difficile, bon c'est bien parce qu'on parle de l'Euphrate, mais le lachon de Tosfot qui dit Kol ha'na'arot, c'est pas très machma. Alors, le Ritva nous donne un autre pshat. Le Ritva nous dit que la question de Tosfot, c'est parce qu'on sait que tous les fleuves se jettent dans la mer. Tous les fleuves se constituent à partir d'un certain nombre d'affluents, de petites sources qui se rejoignent pour former un fleuve. Et puis il y a plusieurs fleuves et qui a des affluents donc de ce fleuve, et finalement ils vont toujours à la mer. Or la mer, ça se dit en hébreu Yam, et Yam en hébreu ça veut dire aussi l'ouest. Yam avakelma, Safon avanegva. Pourquoi l'est, l'ouest et la mer sont synonymes? Parce que la mer est à l'ouest.
C'est vrai pour la Méditerranée quand on est en Eretz Israël. Mais donc, le Ritva explique que Tosfot croyait que c'est une règle générale, que toutes les mers, que tous les affluents vont vers la mer, ce qui est vrai, et il pensait que, puisque les mers s'appellent tous Yam, sont toujours par définition à l'ouest. D'où la question, Kol ha'naharot holchim el hayam, holchim le Ma'arav. Et alors du coup, il dit que après le Ritva n'est pas embarrassé pour résoudre la question de Tosfot sur Rashi, et il répond en disant Velav kushia iklal. La question n'est absolument pas une question qui derrière. Alors il reconnaît il admet le postulat de Tosfot, que c'est vrai que les fleuves se tombent dans la mer qui est à l'ouest. Mais il dit c'est pas une question qui derrière Anaharot les itaken. Parce que les fleuves ont l'habitude de faire des coudes. Donc même s'ils vont d'ouest en est, mais par moment, ça peut aller à l'envers. Et donc, en Babylonie, le Frat faisait un coude, et c'est de ce coude dont il était question. Voilà ce qu'il propose. Et après, il dit, Ve'od, et de plus, Oulai ou Nofel le Tzadayam chez Bemizrach. Peut-être qu'il tombe dans un côté de la mer qui se trouverait à l'est. Vese Pashut Meod. C'est-à-dire, c'est vrai que la mer globalement se trouve à l'ouest, mais il peut y avoir des bouts de mer qui sont à l'est. Et en fait, c'est ça la réalité. Parce que quand on vérifie, on a dit que le Frat se jette dans le golfe Persique. Le golfe Persique, il se trouve à l'est. Mais il est lui-même une dépendance de l'océan Indien, qui se trouve à l'ouest. Donc finalement, c'est pas faux. C'est pas faux de dire que les océans sont globalement à l'ouest, mais il y a des mers qui font partie de ces océans et qui se trouvent à l'est. C'est le cas donc de l'Euphrate. Voilà pour cette question d'ordre géographique. Donc finalement, on a donné raison à Rashi. Hein. On n'a pas besoin de donner d'admettre le pshat de Rabbeinu Tam. C'est le pshat de Rashi qui nous paraît géographiquement le plus convaincant. Alors maintenant, je voudrais revenir sur le commentaire de Rashi. Rashi a dit que les Geshamim, les Notefim, c'est les Geshamim. Et les Geshamim n'ont pas le statut de Mayan. On va faire une petite pause. Pardon ?